Alors, bonjour tout le monde, ou bonsoir, selon votre situation géographique. Je sais qu'il y a des gens qui sont connectés, que ce soit en Europe ou en Afrique. Mon nom est Elie Sawadogo, je suis responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval. Je suis content qu'on puisse avoir cette troisième vidéoconférence en sécurité alimentaire. Aujourd'hui, notre conférencier, c'est Patrick Véro. Je vais dire quelques mots sur Patrick. Lorsqu'il aura la parole, il va pouvoir aussi compléter. Monsieur Patrick Véro s'est joint à l'agriculture agroalimentaire Canada en 2009, où il a eu l'occasion de travailler sur un large éventail de dossiers, y compris l'analyse économique des pratiques environnementales à la ferme, l'intégration politique de la science et de la technologie et la bioéconomie. Il a été nommé en janvier 2020 comme directeur adjoint de la politique alimentaire du Canada et il est titulaire d'une maîtrise en économie agricole de l'Université Laval. Donc, il va nous entretenir justement aujourd'hui sur la vision du Canada donc, par rapport à la politique alimentaire et les différentes réalisations qui ont été faites jusqu'à maintenant et comment on se projette à long terme aussi, la question aussi de la gouvernance, les initiatives clés qui ont été menées jusqu'à présent et justement les possibilités d'améliorer les résultats sociaux, environnementaux et économiques qui sont liés à l'alimentation. On aura une heure en gros, une heure pour ce midi conférence. Dans un premier temps, on va donner la parole à Patrick pour nous faire une présentation. Ensuite, on aura un temps d'échange, les questions, les commentaires par rapport à la présentation. Et à la fin, on aura comme une intervention de nos étudiants pour nous donner finalement des messages clés à apporter à la maison alors qu'on se quitte pour ce midi conférence. Alors, donc, peut-être juste deux consignes tout au long de la présentation de Patrick. À tout moment, vous pourrez poser vos questions. C'est possible aussi de laisser vos questions ou vos réactions dans la boîte ou dans l'onglet Q&A. Donc, questions-réponses. Mais à la fin, on aura, comme j'ai dit, à la fin, on aura la possibilité de pouvoir aussi revenir sur les questions, les commentaires. Donc, sur ce, je te laisse aller, Patrick. Je ne sais pas si tu vas compléter ta présence. En tout cas, te présenter brièvement là. Ouais, non, mais je pense que tu as fait une excellente job pour me présenter. J'ai pas grand-chose à rajouter. Oui, dans le fond, c'est ça. Je me suis joint à l'équipe de la politique alimentaire en début 2020. Fait que je pense que c'était peut-être un mois ou deux avant la pandémie. Fait que rapidement, là, on a dû se rajuster puis réviser nos objectifs puis essayer de réagir par rapport à la nouvelle situation. Mais ouais, je vais en parler un peu plus dans ma présentation. Là, je vais juste peut-être partager mon écran. Puis ensuite, je vais m'assurer là, avec tout le monde que le tout fonctionne. Ok. Je ne sais pas si tout le monde voit bien la présentation, la première diapositive. Oui. Oui, oui. OK. C'est pas en mode note. Des fois, j'ai comme trois écrans, fait que c'est pas toujours évident laquelle je dois partager, mais OK. Fait que tout à l'heure a fonctionné. Bon, ouais, Patrick Véro, directeur adjoint de la politique alimentaire pour le Canada, Agriculture Canada. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et vous présenter un peu quelle est la vision de la politique alimentaire, mais aussi parler un peu des réalisations qui ont eu lieu là, depuis son lancement en 2019. OK, excuse-moi, je clique quelques fois ici. Bon, le but vraiment de la présentation aujourd'hui, c'est d'examiner un peu la mise en œuvre de la politique alimentaire pour le Canada. On va aussi parler des possibilités de renforcer la politique. J'aimerais entendre vos perspectives, vos points de vue, puis aussi explorer un peu là, les domaines possibles de collaboration future. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter un peu c'est quoi la politique alimentaire pour le Canada. Donc, ça a été lancé en 2019. Euh, Ça rassemblait vraiment diverses perspectives pour aider à renforcer les systèmes alimentaires du Canada et s'attaquer aux questions alimentaires complexes. Donc, ça a été éclairé par des consultations auprès de plus de 45 000 Canadiens,
Il y a aussi eu de l'engagement qui a été mené par les organisations autochtones nationales pour faire progresser des systèmes alimentaires fondés sur l'autodétermination. La politique est fondée sur une approche globale qui facilite une collaboration plus large avec tous les acteurs des systèmes alimentaires du Canada. Tout ça dans l'objectif d'accroître le retour sur l'investissement en vue d'obtenir des résultats positifs sur le plan social, économique et environnemental. Donc, la politique alimentaire, comme je mentionné, ça a été lancé en 2019. Ça comportait un investissement initial de 134 millions de dollars pour répondre aux besoins les plus pressants et combler des lacunes identifiées par justement les consultations qu'on a eues. Donc, ces lacunes-là ont été identifiées au niveau de l'accès aux aliments et aussi au niveau de la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Donc, c'est là où vont se situer un peu nos premiers investissements pour la politique alimentaire pour le Canada. Évidemment, la pandémie, là, comme j'ai mentionné, de COVID-19 a révélé et aggravé aussi la situation de sécurité alimentaire des Canadiens, donc plusieurs facteurs qui ont contribué. Aussi, au-delà de la pandémie, que ce soit au niveau des changements climatiques, les guerres, donc, tout ça a contribué un petit peu à une crise alimentaire mondiale et la hausse de l'inflation aussi qui pèse sur le budget de nombreux ménages canadiens. Ça se traduit, comme vous le savez, là, par des repas manqués et le recours à des banques alimentaires. Donc, ça a été aussi de réagir à cette nouvelle réalité-là. Donc, la politique alimentaire a fourni une base positive. Donc, les liens qui avaient été créés avec les diverses parties prenantes pour justement réagir à la pandémie et créer des nouveaux programmes. Donc, je vais discuter un peu plus tard dans ma présentation. Donc, cette diapositive-là, ça donne un peu un aperçu du cadre de la politique alimentaire et de la vision que tous les Canadiens et Canadiennes ont accès à une quantité suffisante d'aliments sains, nutritifs et diversifiés sur le plan culturel, mais aussi que le système alimentaire du Canada soit résilient, innovateur et protège l'environnement et soutient l'économie. Donc, comme j'ai mentionné là, pendant les consultations, pendant les discussions avec les parties prenantes avant le lancement de la politique, il y avait certains domaines d'action à court terme qui avaient été identifiés. Donc, c'est là où se situent nos investissements premiers. Ça sera au niveau d'aider les collectivités canadiennes à avoir accès à des aliments sains, aussi faire des aliments canadiens le premier choix des consommateurs, assurer la sécurité alimentaire aussi dans les collectivités nordiques et autochtones, et finalement réduire le gaspillage alimentaire. Donc, pour atteindre cet objectif-là à court terme, moyen et long terme aussi, on a 6 objectifs à long terme qui viennent un peu définir l'approche de la politique alimentaire pour le Canada, pour justement avoir une approche basée sur les systèmes alimentaires, considérer les diverses perspectives au niveau au niveau des communautés, la croissance économique, accroître les liens entre les différents acteurs des systèmes alimentaires, avoir des pratiques alimentaires durables, etc. Donc, on a établi 2 mécanismes de gouvernance qui ont été mis en place pour favoriser justement une plus grande cohérence et une meilleure collaboration sur les questions qui sont liées à l'alimentation entre les différents secteurs, que ce soit du gouvernement, du milieu académique ou du milieu privé. Donc, le premier, c'est le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada. Donc, c'est un conseil, vraiment, ça rassemble un groupe d'experts multidisciplinaires issus de l'ensemble du système alimentaire qui conseille les ministres sur les questions actuelles et émergentes. Donc, ce sont tous des membres là, qui ont été appointés directement par notre ministre. En 2021 et en 2022, les membres ont fourni des conseils très variés sur des sujets précis. Donc, avec 4 sujets qui ont été abordés par le conseil. C'était l'alimentation dans les écoles, la réduction de l'insécurité alimentaire, la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire et aussi l'agriculture durable. En avril 2022, on fait un petit peu, on révise un peu c'est quoi les objectifs là, du conseil et puis on se concentre un petit peu plus là, sur des conseils stratégiques qui sont issus de la lettre de mandat de notre ministre, puis aussi les objectifs à long terme là, de la politique alimentaire pour le Canada. On a aussi le comité interdépartemental sur la politique alimentaire. Comme vous le savez, là, quand on aborde des sujets sur le système alimentaire, ça touche vraiment différentes facettes qui sont menées par plusieurs départements, que ce soit au niveau fédéral, provincial, territorial, mais aussi dans les communautés. Mais nous, notre objectif, c'est de rassembler tous les acteurs au niveau fédéral
pour discuter de ces enjeux-là. Donc, on a établi là, ce conseil-là justement pour avoir des discussions. Donc, ça représente plusieurs départements. J'en liste quelques-uns ici. C'est les acronymes. Bon, il y a l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la Santé Canada, l'Agence de la santé publique, Service autochtone Canada, j'en nomme juste quelques-uns, mais finalement, ça démontre là, à quel point il faut vraiment rassembler tout le monde pour avoir ces discussions-là, parce que les, les leviers, puis les programmes, puis les initiatives qui ont un impact sur le système alimentaire relèvent de plusieurs disciplines, de plusieurs départements. Donc, ici, je vais juste en présenter quelques-uns. Donc, vraiment, la politique alimentaire, c'est une approche pan-gouvernementale qui vise à mieux coordonner et harmoniser les politiques et les programmes dans l'ensemble du gouvernement dans le but justement de soutenir mutuellement pour faire progresser les résultats au niveau social, économique et environnemental, ou du moins éviter de travailler à contre-courant, parce qu'on se rend compte souvent là, que bon, une politique peut avoir des effets pervers sur d'autres objectifs. Donc, c'est d'essayer de diminuer ces effets-là. Bon, ici, je peux donner quelques exemples d'initiatives qui sont connexes dans l'ensemble du gouvernement fédéral, mais évidemment, il en existe plusieurs autres. La stratégie fédérale de développement durable, la stratégie de réduction de la pauvreté, la stratégie en matière de saine alimentation. Donc, c'est vraiment quelques-unes des initiatives là, auxquelles on va travailler en collaboration justement pour s'assurer qu'on travaille tous dans un objectif commun à travers le gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment un peu l'objectif de notre équipe en politique alimentaire, c'est d'identifier ces politiques de différents ministères puis qui sont pertinentes justement au système alimentaire, d'aborder ensuite les possibilités d'améliorer la cohérence de ces politiques-là et finalement de formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour y parvenir. Donc ici, c'est un peu un survol là, depuis 2015, comment la politique alimentaire a commencé, et jusqu'où on en est maintenant. Donc, ça a commencé en 2015 avec la lettre de mandat de notre ministre qui s'engageait à élaborer une politique alimentaire. Donc, c'était suite à des pressions des parties prenantes, là, puis des Canadiens qu'ils voulaient vraiment avoir cette politique-là se former. Donc, le travail s'ensuit pour justement faire la concertation puis l'engagement avec les parties prenantes puis les Canadiens. Donc, il y a eu des tables rondes avec les parties prenantes. Il y a aussi eu des sessions qui ont été développées par les organisations autochtones nationales. Puis finalement, il y a eu de la participation en ligne de plus de 45 000 Canadiens justement pour recueillir leurs perspectives. Tout ça qui a mené à la publication du rapport de ce que nous avons entendu en 2018. Et finalement, le budget de 2019 annonce le lancement de la politique alimentaire pour le Canada et des différentes initiatives là, qui y sont reliées. Je vais en nommer quelques-unes ici, celles qui ont un peu plus de visibilité là, au niveau de la politique alimentaire. Donc, le Fonds des infrastructures alimentaires locales qui a été lancé au tout début. Donc, c'était un investissement initial de 50 millions qui a reçu un peu plus de fonds par la suite parce que c'était vraiment un programme très populaire. C'est un programme qui soutient l'achat de petites infrastructures et d'équipements par des organismes communautaires de sécurité alimentaire. Aussi, on avait le Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées, 15 millions de dollars sur 5 ans. Donc, ça appuie des projets communautaires de systèmes alimentaires locaux et autochtones afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord. On a su le défi de réduction de gaspillage alimentaire. J'en ai parlé un petit peu plus tard aussi, parce que ça vient de prendre fin récemment. Donc, c'est 20 millions de dollars sur 5 ans. Donc, ça visait à justement supporter les innovateurs grâce au déploiement de modèles opérationnels et aussi de nouvelles technologies pour prévenir le gaspillage alimentaire et aussi réutiliser les déchets alimentaires à d'autres fins. Bon, comme j'ai mentionné, il y a eu aussi des mesures d'aide liées à la pandémie. On a eu le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire qui a offert 330 millions de dollars pour fournir des soutiens aux organisations alimentaires locales, surtout les banques alimentaires là, qui en ont profité pendant des moments où les Canadiens avaient un besoin urgent d'accès aux aliments. Il y a aussi eu le programme de récupération d'aliments excédentaires, 50 millions de dollars, justement pour utiliser un peu les surplus. On sait qu'il y avait eu la fermeture de restaurants, mais aussi d'autres institutions, aussi que les surplus-là étaient il y avait un besoin là,
justement de s'en servir pour venir en aide aux gens dans le besoin. J'ai parlé un peu du conseil consultatif là, qui a été lancé aussi un peu plus tard, là, suite au lancement de la politique alimentaire pour le Canada. Un gros projet aussi qui a eu lieu dans notre équipe de la politique alimentaire, c'est les consultations du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations unies. Donc ça a réuni là, plus de 100 pays dans le but de produire un document sur les démarches nationales. Donc notre département a fait plusieurs engagements, plusieurs discussions clés sur différents thèmes. Et puis, là, ça a mené à la publication de notre document sur les démarches nationales qui est disponible en ligne sur notre site web. Ouais, ça récapitule un petit peu là, tout l'historique de la politique alimentaire. Évidemment, depuis le lancement, on a reçu de la rétroaction, on a reçu des commentaires. Il y a toujours des opportunités de nous améliorer. Au début, on sait là, que quand on a lancé la politique alimentaire, qu'il y avait certaines préoccupations par rapport à la responsabilité d'Agriculture Canada, lorsque d'autres ministères et la société civile nous ont accordé la responsabilité, que ce soit d'un fonds spécifique au ministère de l'Agriculture, de mener la politique alimentaire. D'autres choses aussi qu'on a pu entendre au niveau de la politique alimentaire. On sait qu'il y a des programmes là, vedettes d'Agriculture Canada qui étaient nouveaux pour le ministère, mais qui ont été très bien accueillis, comme justement le Fonds sur les infrastructures locales, puis le défi de réduction du gaspillage alimentaire, qui est notamment, lui, au niveau du gaspillage alimentaire, on a reçu jusqu'à 500 applications, justement, pour élaborer des solutions novatrices visant à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, ça a été vraiment un programme avec beaucoup de succès. Donc, la politique alimentaire et les réseaux qui ont été créés ont formé une base solide pour la réponse à la pandémie avec les 2 programmes que j'ai mentionnés plus tôt. On a aussi amélioré notre gouvernance par une approche pan-gouvernementale, justement avec la création d'un comité d'experts, puis aussi un comité à l'interne du gouvernement. Bon, on a également appris sur un certain nombre de choses, évidemment, là, par exemple, que nos investissements doivent être situés dans le cadre de stratégies avec des initiatives qui sont à composantes multiples, bien coordonnées, que ce soit au niveau national ou communautaire. Malgré les résultats positifs qu'on a eus, il y a toujours des opportunités de renforcer la politique avec des investissements qui font partie d'une stratégie plus vaste, une meilleure coordination des leviers politiques aussi. Donc, durant notre intervention pendant la pandémie, on a entendu par les intervenants qu'il y avait eu des préoccupations par rapport à notre intervention. Évidemment, quand on fournit de l'aide alimentaire comme ça c'est pas une intervention qui va réduire la sécurité alimentaire à plus long terme. Il faut aussi tenir compte là, des groupes sous-représentés et marginalisés pour nous aider à façonner les systèmes alimentaires. Donc, nous avons pris connaissance des obstacles auxquels ils font face pour participer pleinement. Et nous avons obtenu des commentaires sur la façon dont nous pouvons mieux appuyer leur participation dans le futur. Évidemment, on sait qu'il y a un besoin important de réduire les inégalités sociales qui persistent dans les systèmes alimentaires canadiens, en particulier au sein des collectivités autochtones, noires et racialisées, et aussi des ménages à faible revenu. Finalement, il existe des possibilités pour appuyer les environnements alimentaires plus sains et favoriser des options de nutrition plus saines aussi. Donc, il y a certaines occasions clés qui sont à saisir pour renforcer la politique alimentaire qui cadrent dans les domaines qui feront progresser aussi les objectifs politiques élargis du gouvernement, que ce soit au niveau de la stimulation de la productivité économique, la lutte contre l'augmentation du coût de la vie, le soutien pour la santé et le bien-être des Canadiens, l'atténuation aussi des changements climatiques. Donc, au niveau de la réduction des pertes et des déchets alimentaires, on peut élaborer un plan d'action sur la réduction des pertes et des déchets alimentaires, aussi lancer un fonds de lutte contre le gaspillage alimentaire pour aider tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement justement à adopter, mais aussi commercialiser des moyens pour éliminer, réduire et réutiliser les pertes et les déchets alimentaires. Au niveau de l'accès aux aliments,
Il y a une importance aussi d'appui la planification, les partenariats qui relient les collectivités des systèmes alimentaires, justement pour rehausser la disponibilité alimentaire et l'accès aux aliments pour les populations vulnérables. Et finalement, au niveau du renforcement des systèmes alimentaires autochtones et du Nord, l'importance d'appuyer les systèmes alimentaires autochtones, aussi de mettre en œuvre des mesures du plan d'action de la loi sur la Déclaration des Nations Unies, et finalement d'accroître les investissements qui appuient les systèmes alimentaires autochtones et du Nord. Au bout du compte, notre objectif, c'est vraiment d'améliorer la cohérence pour faire en sorte qu'une politique alimentaire, pour faire une politique alimentaire est censée faire finalement. Donc, dans les prochaines diapositives, ici, je vais parler un peu de ce qu'on a entendu de la part des parties prenantes sur différents thèmes qu'on a abordés là, pendant la présentation, ici au niveau de la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Donc, on sait à quel point ça a un impact là, sur les gaz à effet de serre, avec les décharges qui sont liées là, de méthane, qui comptabilisent 24 des émissions nationales de méthane en 2020. Donc, la réduction des pertes et déchets alimentaires peut vraiment réduire aussi les coûts de production et présenter de nouveaux flux de revenus pour l'industrie, en appuyant le travail continu pour améliorer la durabilité environnementale. En partie à raison de la pandémie, aussi de l'inflation, les Canadiens ont peut changer leur approche avec la nourriture et en accordant une plus grande valeur, ils font aussi de plus grands efforts pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc, j'ai parlé un peu du défi du gaspillage alimentaire juste récemment, la semaine passée. En fait, le ministre Macaulay a annoncé les grands gagnants du défi de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, c'est deux entreprises québécoises qui ont remporté le prix. Et Loop Mission, qui est une entreprise montréalaise qui se spécialise dans l'économie circulaire, qui crée des produits comme du jus pressé à froid à partir d'aliments autrement jetés. Il y a aussi une entreprise basée à Montréal qui s'appelle Steel Good, qui met au point des solutions commerciales pour les entreprises afin de transformer un peu les sous-produits qui sont riches en nutriments, qui auraient été autrement perdus. Par exemple, ils ont mis au point une technologie qui permet de transformer les dretches. Dans le fond, c'est des résidus de microbrasserie. Ils ont transformé ça en farine riche en protéines, en fibres et en minéraux essentiels. Donc, c'est deux entreprises là, qui pourraient chacun recevoir un prix allant jusqu'à 1,5 million de dollars pour développer et transposer à plus grande échelle leurs solutions qu'ils ont proposées pendant ce défi-là. Bon, quand on pense, qu'est-ce qui reste à accomplir dans le milieu du gaspillage alimentaire, évidemment, il y a la possibilité de mettre en œuvre à plus grande échelle toutes les solutions qui nous ont été présentées pendant le défi de réduction du gaspillage alimentaire. Aussi, quelque chose qu'on considère un peu plus, c'est au niveau du besoin de données pour mieux mesurer et surveiller le problème et d'établir justement une cible nationale pour la réduction du gaspillage alimentaire. Bon, comme on sait tous, la sécurité alimentaire est un problème important qui est encore plus marqué parmi les populations méritant l'équité. Donc, on sait que les Canadiens continuent de rencontrer des obstacles au niveau de la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau de l'accès, de l'abordabilité, de l'utilisation des aliments nutritifs. Ça entraîne des conséquences sociales négatives. C'est un problème là, qui nécessite une participation active des secteurs socio-économiques pour aborder ces multiples dimensions. Les données probantes indiquent que des actions coordonnées sont nécessaires pour aborder les multiples dimensions de la sécurité alimentaire. Donc, on sait que c'est important premièrement, mieux comprendre quel est le besoin d'une communauté en ayant un peu plus de soutien, justement, pour supporter la planification et la création de partenariats. Aussi au niveau de l'amélioration de l'utilisation d'aliments nutritifs, l'amélioration de la disponibilité d'aliments locaux, nutritifs et acceptables sur le plan culturel. Et justement aussi d'améliorer l'accès des aliments. Donc, c'est un peu les leviers qu'on a à Agriculture Canada, évidemment. On sait que la sécurité alimentaire, c'est d'abord et avant tout un problème de revenus. Mais c'est justement de travailler ensemble et de voir quels sont les leviers qu'on a à Agriculture Canada et dans l'ensemble du gouvernement pour justement adresser les multiples dimensions de sécurité alimentaire. Bien que les initiatives qu'on a eues
avec la politique sont avérés efficaces pour répondre à leurs objectifs individuels. Il y a eu beaucoup trop de demandes pour ces programmes-là. Puis aussi, les organisations doivent rassembler de multiples processus de demande pour mettre en œuvre des solutions. Donc, nous autres, on a l'infrastructure, il y a d'autres départements qui vont avoir un peu plus d'infrastructure sociale, d'autres départements qui vont. Donc là, c'est un peu difficile là, pour les applicants de savoir bon, où l'argent se situe et qu'il faut réaliser leur projet. Donc, il y a un besoin justement de rassembler tout ça de façon commune pour que ce soit beaucoup plus facile là, pour les applicants de mieux comprendre où se situent les fonds et pouvoir atteindre leurs objectifs. Au niveau des systèmes alimentaires autochtones et du Nord, donc on a entendu de la part de partenaires que les programmes pour renforcer les systèmes alimentaires sont parfois limités dans le temps, insuffisants et imprévisibles pour être en mesure de relever les défis liés au système alimentaire communautaire. C'est aussi un peu un fruit au niveau des programmes dans lesquels il peut être difficile de naviguer et un financement qui provient de diverses sources, différents processus, différents timelines, différents temps pour y accéder à cet argent-là. Donc, c'est difficile à naviguer. Puis ça aussi, ça demande un processus d'application qui peut être très onéreux pour des communautés là, qui n'ont pas nécessairement les ressources et le temps et l'expertise justement pour appliquer. Donc, c'est des choses là, qu'on entend et qu'on veut définitivement adresser. Donc, c'est ça, il y a une nécessité de s'adapter pour répondre aux exigences fédérales au lieu que les programmes fédéraux s'harmonisent à leurs besoins. Donc, pour la politique alimentaire, l'autodétermination des peuples autochtones, où les partenaires autochtones élaborent et mettent en œuvre des solutions axées sur leurs priorités, c'est vraiment un principe directeur de la politique alimentaire. Et on continue justement de travailler sur des modèles de financement fondés sur les distinctions avec une certaine flexibilité pour mettre en œuvre des solutions autodéterminées qui reflètent les contextes communautaires uniques des communautés autochtones. Je vais en parler ici un petit peu. C'est pas, avec le Struc Canada, on n'est pas on n'est pas le lead sur la politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles, mais on a vraiment travaillé de très près avec Emploi et Développement social Canada sur dans le fond, tout le travail là, qui a eu lieu dans les dernières années pour faire de la consultation, pour parler avec les parties prenantes, tous les experts dans le milieu de l'alimentation dans les écoles, pour mieux comprendre quel est le besoin, puis justement proposer des solutions. Donc, ce qu'on a entendu là, de la part des parties prenantes, que c'est difficilement un point commun au niveau de l'objectif, c'est sûr que tous les enfants et les jeunes au Canada aient accès à des éléments nutritifs à l'école dans un environnement inclusif qui est non stigmatisant et qui aussi encourage des pratiques saines tout en renforçant des liens avec les systèmes alimentaires locaux, l'environnement et la culture. Donc, ce qu'on a entendu là, des partenaires, c'est que pour y parvenir justement à cette vision-là, c'est qu'il y a certains principes de base qui doivent être considérés au niveau de l'accessibilité. Comme je mentionnais, c'est que ce soit disponible à tous les enfants, puis que les programmes de repas scolaires soient non stigmatisants et sans obstacle. Que ça vienne promouvoir la santé aussi, les besoins des enfants et des jeunes, on sait, en matière de nutrition et de santé, qu'ils soient satisfaits et que les élèves soient encouragés à développer une relation positive justement avec la nourriture, à acquérir des connaissances et des compétences en matière d'alimentation, inclusif aussi, que ce soit culturellement adapté, pertinent, inclusif, qui implique aussi les élèves et la communauté dans son ensemble, flexible. Finalement, on sait que chaque communauté a des besoins différents. C'est être capable là, de s'adapter à chaque communauté, à chaque école. Et durable aussi, que les ressources soient suffisantes, que l'environnement est durable, que ce soit quelque chose qu'on bâtisse, qui soit en place pour une longue période de temps. Oui, fait que dans le fond, ici, c'est un peu là, récapituler ce que j'ai mentionné. Donc, la politique alimentaire a été lancée en 2019. Donc, c'était prévu là, que c'était sur une période de 5 ans. Donc, on est vraiment dans la période en ce moment de voir bon, qu'est-ce qu'on va avoir pour les 5 prochaines années. On a vu que les défis, on a vu qu'est-ce qu'on était capable d'accomplir, mais aussi quelles étaient les recommandations des intervenants, des partenaires. Donc, on a été le comité consultatif, on a eu les consultations sur le sommet sur les systèmes alimentaires.
notamment nos discussions qu'on a eues dans les dernières années avec les partenaires autochtones, tous les engagements qu'on a eus de façon un peu ponctuelle avec diverses parties prenantes. Donc, c'est toutes de l'information qu'on prend en compte quand on regarde à renforcer la politique alimentaire pour les 5 prochaines années, puis justement, quelles sont les recommandations qu'on va mettre de l'avant pour que nos politiciens fassent des décisions. Évidemment, bon, c'est pas juste ce qu'on a entendu de la part de parties prenantes, mais c'est aussi les défis auxquels on fait face actuellement. Évidemment, un élément clé là, pour le gouvernement en ce moment, c'est au niveau de l'abordabilité des aliments. On sait qu'avec l'inflation, c'est quelque chose qui fait partie des médias, que le monde discute beaucoup de ces temps-ci. Il y a eu certaines perturbations de la chaîne alimentaire, surtout pendant le COVID, mais on sait que les changements climatiques et les guerres, tout ça, c'est définitivement des choses qui vont, qui vont perturber les chaînes alimentaires dans le futur aussi. Il faut être prêt aussi à faire face à ça, puis être capable de fournir les aliments nutritifs aux Canadiens, même dans de telles situations. Bon, des défis aussi au niveau de la saine alimentation, de la réduction du gaspillage alimentaire, et des engagements aussi que notre gouvernement avait pris au niveau notamment du gaspillage alimentaire, mais aussi des engagements fédéraux au niveau de la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, c'est tous des éléments là, qu'on prend en compte, justement, qu'on travaille présentement là, sur le renouvellement de la politique alimentaire pour les 5 prochaines années. Donc, ça fait un peu le tour là, de la politique alimentaire, ce qu'on a accompli dans les 5 prochaines années, ce qu'on cherche à bâtir aussi dans le futur. Donc, j'ai mis une couple de questions ici, pour favoriser alimenter la discussion, mais évidemment, là, sentez-vous bien à l'aise d'aborder d'autres sujets ou de me poser n'importe quelle question, ça me fera un plaisir. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour cette présentation très intéressante. Là, c'est Parfait. mon courriel ici, parce qu'évidemment, on discute aujourd'hui, tout ça, puis on va vite sur beaucoup de sujets. La politique alimentaire, ça touche plusieurs sujets. Si vous voyez quelque chose là, qui vous intéresse plus particulièrement, vous voulez en discuter un peu plus, ça me ferait un plaisir de faire un suivi. Donc, j'ai mon adresse courriel ici, mais Ellie peut le partager par la suite, là, évidemment. N'hésitez pas à me contacter là, si vous voulez en parler davantage. Mais je vais revenir aux questions ici, juste pour les faire référence. Excellent. Commentaires, questions? Amélie? Oui, Amélie. Oui, bonjour, merci, Monsieur Véraud, pour votre présentation. Je me demandais, quand vous parlez de collaboration avec les parties prenantes pour la politique alimentaire, s'il y a un volet agricole aussi qui est intégré à la politique, parce qu'on sait que l'agriculture vit des enjeux considérables, là, notamment l'accès à la terre, les conditions de travail difficiles au niveau agricole. Je me demandais si c'était des volets qui étaient intégrés dans la politique. Oui, évidemment, il y a beaucoup de. La politique alimentaire, ça englobe un peu tout ce qui se passe dans le département, mais évidemment, les sujets que tu mentionnes, là, c'est des sujets euh, qui sont vraiment au niveau, sont très, c'est très important pour le ministère. Puis mais j'ai d'autres équipes là, qui mènent sur ces sujets-là au niveau justement de l'accès aux terres, tout ça, mais c'est des choses qu'évidemment, il faut prendre en considération au niveau de l'impact que ça va avoir sur le système alimentaire, puis de l'impact que ça peut avoir sur les Canadiens et Canadiennes. Donc, je n'ai pas nécessairement l'expertise sur ces sujets-là, mais c'est quand on rencontre les parties prenantes, qu'on fait nos consultations, justement, on a récemment fait une concertation sur l'alimentation scolaire, puis le lien avec l'agriculture. Et puis, on a invité là, plusieurs parties prenantes, dont des producteurs agricoles, des organismes nationaux de producteurs, au niveau de la santé, des académiques. Donc, notre approche, c'est vraiment toujours, quand on fait ces consultations-là, d'avoir toutes les perspectives de toute la chaîne alimentaire, que ce soit au niveau de la production, de la consommation, les parties prenantes là, tout au long de la chaîne alimentaire pour avoir ces diverses perspectives, puis mieux comprendre quels sont les enjeux.
Parfait. Laurence? Oui, merci beaucoup pour la présentation. Euh, moi, je me demandais, vous avez parlé là, d'assurer la cohérence entre les différents programmes qui existent au gouvernement, mais je me demandais, en termes de cohérence, est-ce que vous, tu sais, dans les différents paliers gouvernementaux avec le palier provincial, est-ce que vous faites des efforts pour assurer une cohérence? Tu sais, je pense notamment au programme d'alimentation scolaire ou en lien avec le gaspillage alimentaire? Comment est-ce qu'il y a des arrimages, puis de quelle façon est-ce qu'ils sont faits? Oui, on a évidemment beaucoup de discussions avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, justement, pour mieux comprendre quelles sont les lacunes, puis quel peut être le rôle, justement, du gouvernement fédéral dans tout ça. C'est jamais de vouloir recréer ce qui se produit déjà ou de créer un peu plus. Si on fait deux programmes qui sont exactement la même chose au provincial puis au niveau fédéral, ça crée un peu plus de difficultés pour les gens d'appliquer puis mieux comprendre où se situe l'argent. Mais finalement, le but, c'est toujours de comprendre quelles sont les lacunes aussi au niveau, par exemple, de l'infrastructure, au niveau de pour la sécurité alimentaire, avoir accès aux aliments. Il y a plusieurs initiatives qui ont lieu au niveau provincial, municipal, même territorial. Mais évidemment, beaucoup de besoins, puis il y a des lacunes. Donc, évidemment, il y a un rôle pour le gouvernement fédéral pour jouer ici. Au niveau de l'alimentation scolaire, évidemment, le but, c'est vraiment de recréer ce qui se passe. Il y a beaucoup d'efforts qui ont lieu, si on pense au Québec avec le PASUC, puis justement, il y a beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Puis le but, c'est pas de recréer ce qui se passe, mais évidemment d'apporter plus de fonds pour justement permettre à ces organismes-là de faire plus de ce qu'ils font déjà. Intéressant. Merci. Mais vous n'avez pas des mécanismes formels, disons, pour se consulter ou s'arrimer? Oui, ben en fait, le département d'agriculture, avec notre politique là, qui englobe un peu tous les programmes d'agriculture, là, il y a vraiment comme un partenariat avec les provinces et territoires, justement, pour signer, pour s'entendre sur une direction à suivre. La politique alimentaire pour le Canada, c'est un peu différent. Oui, évidemment, on parle avec les provinces et territoires, puis on veut s'assurer qu'on cadre bien dans les besoins, mais c'est pas nécessairement quelque chose de formel où les provinces et territoires doivent signer une entente pour aller de l'avant. Merci. Parfait. Merci, Laurence. Alassane? Merci, docteur. Merci, Patrick. Vraiment, un grand merci pour cette très belle présentation qui est pleine d'enseignements. Voilà, moi, j'ai deux petites questions. La première est la suivante. Bon, d'après la présentation, j'ai vu que l'initiative elle a été mise en place à partir de 2015. Donc, 4 ans après, donc, on a vécu l'événement de la pandémie de COVID-19. Voilà, vraiment qui a perturbé toute la chaîne, toute la chaîne alimentaire, donc du champ ou de la parcelle à l'assiette. Voilà, tout le monde a subi donc les conséquences alimentaires de la COVID. Donc, est-ce que partant de ces conséquences-là, est-ce que vous avez pris de nouveaux défis pour aider tous les acteurs de la chaîne à pouvoir adapter leurs activités dans le futur afin vraiment de pouvoir faire face à d'éventuels chocs de ce genre? Voilà. Maintenant, l'autre question, c'est que pendant la COVID aussi, à travers certains articles, j'ai vu que vraiment beaucoup d'initiatives ont été prises. Voilà. Certains, par exemple, pour juste accéder à certains aliments comme des fruits et légumes, ont pris l'initiative de développer du jardinage communautaire et même du jardinage dans les maisons. Vraiment, c'est quelque chose moi, que j'apprécie. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pris l'initiative de prendre cette idée, de la transformer sous forme de projet afin de démultiplier ça au niveau de la population? Parce que vraiment, il y a des gens aujourd'hui qui ont des difficultés à accéder à des fruits et légumes frais et locaux. Puis, toutes les conséquences liées au changement climatique, à l'accessibilité physique et tout. Donc, voilà. Est-ce que réellement vous avez pris l'initiative de transformer cette idée sous forme de projet afin que tout le monde puisse s'initier de cette stratégie-là? Merci. Oui, merci pour la question. Dans le fond, au niveau des défis suite à la pandémie, évidemment, il y a
tout le département d'agriculture puis tout le gouvernement fédéral a dû un peu réajuster nos façons de faire, puis regarder bon, quels sont les nouveaux défis dont les Canadiens font face en ce moment. Puis on voit dans les nouvelles que un gros élément du budget qui va sortir le 16 avril, ça va être vraiment au niveau de l'abordabilité pour les Canadiens. Donc, ça, c'est un défi, évidemment, que tous les départements doivent regarder comment on peut, justement, faire notre part pour aider les Canadiens à ce niveau-là. Bon, évidemment, comme tu as mentionné, il y a plusieurs choses là, qui ont été auxquelles on a fait face pendant la pandémie, que ce soit au niveau des chaînes alimentaires, que ce soit au niveau de l'accès aux aliments, l'inflation, le prix des aliments. Donc, c'est toutes des choses là, qu'on regarde attentivement, puis on essaie de voir bon, comment on peut améliorer la situation, quelles sont les différentes initiatives et programmes qu'on peut mettre en place, justement pour éviter des chocs futurs, mais aussi faire face à ce que les Canadiens font face en ce moment au niveau des prix des aliments. Évidemment, on n'a pas vraiment de levier pour diminuer le prix. C'est des impacts économiques mondiaux. Mais c'est de mettre en place les outils et des programmes là, qui peuvent justement un peu contrer ces effets-là. J'espère que je réponds un peu à la première question au niveau de l'accès aux fruits et légumes, de l'accessibilité physique. Donc, c'est vraiment un dans le fond, le fonds sur l'infrastructure locale qu'on a eu avec la politique alimentaire pour le Canada qui a été lancée en 2019, là, ça prend fin. C'était justement des éléments clés de ce programme-là. C'était justement d'aider, d'augmenter l'accessibilité physique. Sinon, ça a financé divers projets comme les jardins communautaires, ça en faisait partie aussi. Donc, c'est tout, je dis infrastructure, mais ça peut être des petites infrastructures au niveau de la préparation des aliments, au niveau de la production des aliments, de la transformation. Donc, c'est vraiment des infrastructures là, qui ont aidé à augmenter l'accessibilité physique des aliments. Bon, 70 millions de dollars sur 5 ans à l'échelle du Canada, c'est pas énorme, mais évidemment, ça peut avoir des impacts au niveau des communautés. Notre objectif en ce moment, c'est de regarder, bon, qu'est-ce qu'on a accompli, quels sont les endroits où ce programme-là a eu du succès, ou qu'il y en a eu un peu moins, puis comment on peut faire en sorte que, justement, on continue d'aller dans le bon chemin puis améliorer où il y a eu des lacunes, où on pourrait faire des améliorations. Intéressant. Congo, Dr. Congo. Oui, merci beaucoup. Je suis de Burkina et je suis actuellement en Côte d'Ivoire. Et je précise cela parce que ça va certainement ressortir dans mes questions. Donc, ma première question, c'est la politique a commencé à être élaborée en 2015, si j'ai bien suivi. Je constate aussi que le mandat du Premier ministre canadien Justin Trudeau a commencé en 2015. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est une politique sous sa houlette? Je ne sais pas trop comment les politiques sont validées et approuvées au niveau du Canada, mais j'aimerais savoir si c'est une politique gouvernementale et si ça a un lien avec Justin Trudeau ou pas. Et si oui, quelles seraient dans les perspectives après Justin Trudeau? Ça, c'est une question qui est un peu en lien avec le contexte africain où chaque président vient avec ses politiques et après lui, quelqu'un d'autre vient et remplace tout. La deuxième question, c'est par rapport à la consultation des 45 000 Canadiens dans le processus d'élaboration. Si Patrick peut revenir brièvement sur comment cette participation a été conduite, ça pourrait être intéressant. Et finalement, la troisième question peut-être à Dr. Eli. Est-ce il sait si ce genre de politique existe, par exemple, au Burkina et en Côte d'Ivoire, une politique alimentaire pour le Burkina et pour la Côte d'Ivoire ou pour d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, juste pour ma gouverne. Merci. Parfait. Merci, Dr. Congo, pour ces trois questions. Patrick, je te laisse commencer. Oui, merci.
Dans le fond, le lien avec la politique, bon, c'est pas une politique qui a été lancée en 2015, ça a été annoncé, donc l'intention d'établir une politique. Donc, ça ensuite tout le travail qui a lieu au niveau du gouvernement à ce moment-là, de faire justement commencer les consultations, commencer un peu d'élaborer la politique, faire un mémorandum au cabinet, ensuite de déposer ça au cabinet, de se faire approuver. Donc, c'est quand même un processus qui peut durer quelques temps. Une fois que ça a été approuvé, on l'a su dans le budget de 2019. Là, c'est là qu'on a lancé les initiatives et les programmes qui en faisaient partie. Donc, ça a été vraiment lancé en 2019. Puis oui, c'était sous le gouvernement Trudeau à l'époque. Mais dans le fond, c'est une politique, dès qu'elle est approuvée, ça dure 5 ans. Donc là, on est en période là, de regarder ce qu'on peut faire pour le futur. C'est toujours difficile de dire quelle sera l'intention politique à ce moment-là. Évidemment, nous, notre travail là, comme fonctionnaire, c'est de mettre de l'avant les meilleures options possibles. Et puis, c'est des décisions qui se font au niveau politique, là, évidemment, par la suite. Ouais. Au niveau de la consultation des 45 000 Canadiens, ça a été c'est un questionnaire en ligne, finalement. Donc, on a fait beaucoup de diffusion. Là, on a vraiment fait la publicité sur nos réseaux sociaux et tout ça, puis à travers toutes nos parties prenantes. Mais c'est un questionnaire qui posait certaines questions sur c'était quoi les défis au niveau des systèmes alimentaires, qu'est-ce que les Canadiens aimeraient voir, quelles sont les priorités, tout ce genre de choses-là. Donc, il y a un rapport quand même assez complet sur notre site web que je pourrais faire parvenir. Si tu veux m'envoyer un courriel, je peux partager le rapport par la suite, qui fait vraiment état de toutes les données qu'on a recueillies, toutes les informations qu'on a recueillies pendant cette consultation-là. Puis je peux peut-être parler aussi un peu au niveau, je ne peux pas dire exactement ce qui se passe dans les pays africains de l'Ouest, mais peut-être ce qui serait intéressant, c'est d'aller sur le site web des Nations Unies sur justement le semestre des Nations Unies qui a eu lieu. Il y a plusieurs pays là, justement qui ont publié des rapports par rapport aux objectifs qu'ils voulaient accomplir. Mais je ne sais pas la liste de tous les pays là, par cœur, évidemment, mais ça pourrait être une bonne ressource là, pour voir ce qui a été discuté. Et pour la troisième question, Dr Congo, moi je suis en contact avec le ministère de l'Agriculture en Côte d'Ivoire et au Burkina aussi. Mais je sais que il n'y a vraiment pas ce genre de documents, ils ne sont pas encore rendus là. Et comme tu l'as bien dit, c'est vraiment changeant en fait. C'est vraiment changeant. Et puis, effectivement, c'est de réfléchir vraiment à moyen long terme, que ce soit stabilisé, que ce ne soit pas comme chacun vient avec sa vision et balaie finalement ce qui a été fait avant lui. Et on est comme en train de tout le temps recommencer. Puis, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y a vraiment une initiative au niveau africain actuellement de transformer les systèmes alimentaires avec tout ce qu'on a vécu les 4-5 dernières années, que ce soit les instabilités politiques, les changements climatiques, les différentes guerres. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là de transformer profondément, surtout favoriser ou promouvoir tout ce qui est comme consommation locale. Je sais que oui, en Afrique, mais même ici aussi. Donc, je pense que les chocs qu'on a pu vivre finalement ont montré que nos systèmes tels que c'était très fragile, c'était très comme finalement c'est-à-dire c'était très ouvert, il y avait beaucoup d'importations qui se faisaient. Je pense que de plus en plus les pays finalement vont travailler à promouvoir la production au niveau local, la consommation au niveau local. Je pense que c'est vraiment ça qui est comme mis en avant de plus en plus. C'est ça, c'est comme une nécessité finalement. Je vois le temps aussi qui passe, mais j'ai deux mains. Amélie, très rapidement, et après Gracia. Bien, bonjour. Premièrement, merci d'avoir accepté de venir faire cette présentation. On s'était rencontrés au Forum de l'alimentation scolaire, puis je trouvais très intéressant là, d'avoir accès à quelqu'un qui travaille au fédéral. Merci là, au nom de tous les étudiants et étudiantes. Moi, c'est une question au niveau de la résilience des systèmes alimentaires.
J'ai vu là, que vous aviez un programme là, qui finançait des infrastructures locales. Puis la semaine passée, j'ai assisté à une conférence de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires qui nommait vraiment là, le missing middle, les systèmes alimentaires régionaux, comme étant manquants, mais qui pourraient vraiment venir justement pallier aux problèmes d'approvisionnement, à l'abordabilité aussi, parce que les prix pourraient être plus stable. Bref, c'est aussi quelque chose qu'on constate en travaillant sur le terrain. On voit beaucoup d'initiatives locales, mais au niveau régional, parfois c'est plus difficile. Donc, ma question, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des actions dans le futur plutôt dirigées pour les systèmes alimentaires régionaux ou ça relève, comme Laurence parlait tout à l'heure, plutôt du palier provincial? Oui, absolument. Oui, c'est définitivement quelque chose qu'on a pris en compte là, pour le renforcement de la politique alimentaire. Puis nous, un des objectifs là, pour nos programmes, c'est de voir bon, comment, si c'est un applicant qui arrive puis justement veut avoir des fonds, comment est-ce que ce projet-là cadre dans les besoins de la communauté. Donc, c'est vraiment de démontrer à quel point donc, ça remplit les besoins de la région, de la communauté, pour justement avoir accès à des projets là, qui font partie de la politique alimentaire. Donc c'est vraiment l'objectif là, justement de mieux comprendre les besoins de la communauté pour pouvoir justement cadrer nos efforts dans cette direction-là. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais ça reste au niveau fédéral, évidemment, si on parle on parle beaucoup avec les communautés, avec les organismes régionaux, justement, pour comprendre c'est quoi ces besoins-là. Mais à travers nos programmes, là, je pense qu'il y a justement une possibilité d'améliorer notre approche pour mieux définir les besoins de la communauté, puis que justement nos efforts aillent dans cette direction-là. Je sais que, Patrick, vous avez mentionné que vous travaillez avec Statistique Canada. Peut-être je parle à ta place, Amélie, mais on voit que aussi un défi hein, des données, donc, quand on considère les demandeurs d'asile souvent, qui sont quand même finalement les premières victimes d'insécurité alimentaire. Souvent, ils arrivent, ça prend plusieurs temps avant que les situations soient régularisées et autres. Finalement, c'est comme des oublis dans tout ce qui est comme projection et autres, parce qu'on n'arrive pas quand même finalement à avoir des informations sur ces personnes et autres. Je ne sais pas s'il y a comme une réflexion au niveau de Statistique Canada, à votre niveau aussi, pour les intégrer, pour prendre en compte cette partie-là. Oui, en fait, on travaille beaucoup avec Statistique Canada justement pour mieux comprendre le besoin en données. On a eu des discussions avec Emploi et Développement social Canada, avec différents ministères, avec les parties prenantes aussi. On sait que Proof, qui publie beaucoup sur l'insécurité alimentaire, puis qui travaille vraiment de très près avec Statistique Canada, justement pour identifier quelles sont les lacunes au niveau des données, comment on pourrait faire justement pour combler ces lacunes-là. Évidemment, c'est un travail qui peut prendre un certain temps, mais au niveau du manque de données sur les nouveaux arrivants, je sais que c'est quelque chose là, qui avait été noté dans le passé. Okay. Gracia. Oui, donc j'abonde dans le même sens que tout le monde. Merci Patrick pour la présentation. C'est très intéressant d'avoir de ce point de vue là plus haut que nous au niveau du local. En fait, j'ai pas de questions, j'ai plus des commentaires. Je suis contente de voir que l'aide alimentaire a été reconnue comme n'étant pas un moyen qui favorise la sécurité alimentaire. C'est sûr que ça a été nommé, je trouve, d'une façon prudente en parlant d'une aide alimentaire d'urgence à court terme qui n'encourage pas la sécurité alimentaire à plus long terme. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que de génération en génération, des fois, les personnes recourent à la distribution alimentaire et d'une façon continuelle et ça ne favorise pas plus la sécurité alimentaire parce qu'il n'y a jamais assez d'aliments reçus pour que la personne puisse se nourrir jusqu'à la prochaine aide alimentaire. Et aussi, il y a l'acceptabilité de ce moyen de recourir aux aliments qui est en soi aussi un obstacle pour l'accès aux aliments. Il y a aussi vous avez parlé du questionnaire en ligne, puis un peu plus tard, là tout de suite, il y a quelques instants de proof et des lacunes de données. En fait,
Ce qui arrive souvent quand on veut rejoindre la population en général, de plus en plus, surtout avec la COVID, tout ce qui est réseaux sociaux est utilisé, que ça soit comme les sondages en ligne. Par contre, malheureusement, on échappe une partie de la population qu'on veut vraiment écouter, celle qui vit une fracture numérique, là, des personnes qui n'ont pas accès à Internet en soi. Donc, voilà, c'était les commentaires que je voulais apporter. Mais merci encore et merci pour les questions aussi, parce qu'en cours de route, ça a amené des réponses que j'aurais eues avant que je parte. Parfait. Merci, Gracia. Josier, avant de te laisser poser ta question, moi j'ai une question aussi, Patrick. Là, on parle de politique alimentaire. Je pense que un des aspects importants aussi à prendre en compte, c'est les ressources. Quand je parle de ressources, c'est aussi les ressources humaines et financières. Parce qu'on parle de moyen long terme. Comment c'est, en tout cas d'abord, en termes de ressources humaines, est-ce que vous pensez que l'équipe qui est mobilisée autour de cette politique-là, comme toutes les, parce on le sait, peut-être c'est quand même très large là, lorsqu'on regarde les systèmes alimentaires, plusieurs composantes et autres. Jusqu'à quel point toutes les expertises sont comme représentées et aussi en termes de ressources financières, est-ce que il y a comme cette pensée à comme regarder un peu des financements privés, des entreprises, des banques, c'est pas la réflexion à votre niveau, c'est comment? Tu veux dire au niveau des partenariats avec le privé pour justement. Ben, on a fait au cours des dernières années quelques contrats avec avec des académiques, avec des organismes privés aussi, justement pour pousser un peu plus loin nos recherches, pour aller dans des domaines un peu plus précis où on n'avait pas nécessairement l'expertise dans le département. Donc, c'est toujours quelque chose là, qui fait partie des possibilités futures, puis qu'on regarde là, dès qu'il y a un problème ou une question qui est soulevée où on croit qu'on n'a pas nécessairement l'expertise, évidemment, bon, on va suggérer des alternatives. Souvent, c'est dans le milieu académique ou dans le milieu privé. Puis, évidemment, on espère avoir les ressources financières pour pouvoir accomplir ces choses-là. Mais c'est toujours comme un petit peu au jour le jour qu'on regarde comment les choses se situent. Puis, avec le nouveau budget qui va sortir en 2019, excuse-moi, en avril, le 16 avril qui sort, ouais. 16 avril, le nouveau budget va sortir pour avoir une meilleure idée un peu où on se situe là, au niveau financier pour le département. Mais ta première question, c'est au niveau de l'équipe, si on a les effectifs nécessaires. Est-ce que c'est ça? Ouais. Ouais, ben, on n'est pas une grosse équipe. La politique alimentaire, c'est deux équipes. Il y en a une équipe qui gère un peu plus au niveau de l'engagement. J'ai parlé du conseil consultatif, puis le comité interdépartemental. Puis après ça, on a une équipe qui regarde un peu plus ces dossiers-là au niveau de la sécurité alimentaire, de l'accès aux aliments, au niveau justement de l'alimentation scolaire aussi, en collaboration avec nos collègues emploi et développement social Canada. On est à peu près une dizaine d'employés en tout dans la politique alimentaire. Ouais, c'est un peu comme il se passe toujours au niveau fédéral, il y a beaucoup de roulements et des nouvelles personnes qui viennent combler les postes au cours du temps. Ouais. Okay. Josué, ta question rapidement, parce que je vais après laisser la parole à... Ok, merci beaucoup à vous. Bon, j'irai dans le même sens que vous. Merci, Monsieur Patrick, pour votre présentation. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a cette opportunité de faire des stages au sein de votre équipe ou soit même des opportunités d'emploi? Oui, pour les stages, on fait toujours affaire avec le système fédéral d'emploi étudiant d'été. Donc, il y a beaucoup des liens que vous pouvez aller voir. Ça me fait plaisir de faire un suivi. Là, si tu veux m'envoyer un courriel par la suite. Mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est justement, on va regarder dans ces banques-là, on va donner certains critères de ce qu'on recherche pour un étudiant. Puis là, on va recevoir différents candidats qu'on va par la suite contacter. Ça, c'est au niveau quand vous êtes étudiant. Après ça, ça peut arriver là, qu'on engage des gens pour un terme précis d'un an ou quelque chose comme ça, mais souvent, c'est des postes indéterminés aussi. Puis comme je parlais avec Ellie récemment, là, au niveau d'augmenter nos chances si on veut joindre le gouvernement fédéral, puis c'est d'appliquer, dans le fond, aux emplois qui sont sur emploi.gc.ca.
Vraiment, puis pas se limiter nécessairement à notre domaine d'expertise, mais aussi d'élargir un peu plus nos perspectives. Puis une fois qu'on est à l'interne, en ce moment, c'est beaucoup plus facile de bouger puis d'appliquer à ces postes-là qui sont vraiment juste disponibles à l'interne. Donc, que je suggère fortement souvent aux étudiants, là, c'est de regarder toutes les opportunités qui ont l'air intéressantes, mais aussi des départements qui ont l'air intéressants, puis justement de voir où on peut appliquer, puis où, où on a un peu des chances justement de joindre le département. Parfait. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir répondu à toutes ces questions et ta présentation aussi. Je vais laisser la parole, mais vous aurez juste 2 minutes, on va dire comme ça, Amélie et Josué. Euh, le message clé serait quoi? Qu'est-ce que vous retenez? Hum, Je sais qu'il y a deux Amélie, mais Amélie Gaillet. Oui, oui, ben c'est ça. Josué, je ne sais pas si vous voulez y aller avant. Non, vas-y, je te donne la OK. parole. Ben c'est ça, en fait, Josué et moi, on était mandatés pour faire ressortir des mots-clés, des points clés qui sont ressortis de la présentation de M. Véraud. Probablement que de votre côté, vous avez tous noté des points là, également, mais moi, ce que j'avais envie de souligner, c'est pour élaborer une politique alimentaire cohérente puis adaptée à la réalité, c'est important de collaborer avec une multitude de parties prenantes, là, autant au niveau de la gouvernance, mais aussi au niveau de la société civile, les institutions académiques. Puis de ne pas oublier d'inclure aussi, puis intégrer des voix des groupes marginalisés, puis sous-représentés, là, notamment les communautés nordiques et autochtones. Puis j'avais envie aussi de souligner là, l'importance de considérer l'environnement, le fait qu'il soit en constante évolution, puis que ça a une influence en fait, puis que sur l'élaboration d'une politique alimentaire, là, c'est ça, autant les enjeux mondiaux qu'on peut voir que les enjeux plus au niveau national que local. Puis voilà, donc il est nécessaire de faire preuve d'adaptabilité, j'ai l'impression. Merci, Amélie. Josué? Bon, oui, Amélie l'a quand même déjà très bien abordé. Il ressort tout simplement qu'il faut inclure tout le monde. Il faudrait Donc, il faudrait quand même avoir une approche stratégique et coordonnée pour vraiment renforcer la sécurité alimentaire et aussi réduire les pertes des déchets alimentaires. Également, étant donné que ce sont les collectivités autochtones, les Noirs, les personnes racialisées, et ainsi que les ménages à faible revenu qui sont plus exposés aux inégalités. Donc, il est important de développer, de renforcer un système alimentaire communautaire résilient. Et donc, ajouter à ce qu'Amélie avait dit, voilà ce que je pourrais aussi ajouter. Merci beaucoup, Josué. Merci à vous deux. Merci tout le monde. On a débordé de 3 minutes. Désolé, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup, Patrick, pour la présentation, d'avoir répondu aussi aux différentes questions. Je pense que ça met fin finalement à notre troisième midi-conférence. Et puis, on se voit le mois prochain, en avril, 25 plus précisément, avec une autre initiative, initiative 4, proximité avec Samuel. Et j'ai mis le visuel, mais je vais vous envoyer un courriel aussi pour vous donner plus de détails plus tard. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup et je souhaite une bonne fin de semaine, Pascal, et au plaisir de se voir le mois prochain. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, Elie. Merci tout le monde. Bye.